نحن الشعب الموريتاني فخورين بحياتنا وطبيعتنا وأصالتنا، وسعداء بأن نتقاسموها ونعتوها لشعوب العالم الآخر. هذه هي أصالة وطبيعة موريتانيا. Souvent, dans mes rêves, les images d'une belle enfance avec mon père se répètent. Il aura passé la plus grande partie de sa vie en Afrique et m'aura ouvert les yeux sur ce monde. Se retrouver seul dans ce monde désertique, s'endormir sur le sable, prisonnier de nuits étoilées, avaler un thé brûlant presque en silence sous la tente nomade et contempler la vie pure de ces hommes isolés sera le but de ce voyage. Nous partons nous enfoncer à l'intérieur du pays, pour parcourir des milliers de kilomètres de pistes, de dunes de sable en autonomie totale. Abel m'accompagne, un jeune vidéaste. C'est son premier grand voyage et je suis heureux de lui faire découvrir tout ce monde perdu. Nous roulons maintenant en direction du massif de l'Adrar, qui domine une région désertique au centre-est mauritanien. Un massif rocheux, entrecoupé d'oueds ensablés, de canyons profondément creusés par l'eau et par le vent, et rempli jusqu'au sommet de sable blanc, où les dunes viennent se poser dans un endroit du monde où le sable envahit tout. Nous allons parcourir des milliers de kilomètres pour faire un plongeon dans le Sahara mauritanien. Nous partons maintenant à la rencontre des nomades Hassani. Ces nomades disparaissent peu à peu en Mauritanie, à cause des grandes sécheresses à répétition, mais aussi attirés par un monde moderne qui leur ouvre de plus en plus les portes. Dans le désert, là où la pluie est absente, la vie s'éteint. Pourtant, ces peuples y vivent encore, depuis des siècles et des siècles, isolés, aux confins du Sahara et du Sahel. Le désert mauritanien, cet univers de sable et de roches, noirci par la chaleur du soleil, est devenu pour moi une fascination. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Bodia et Le Gleib, mes deux amis mauritaniens, pour peaufiner mon itinéraire et déguster avec eux, sous la haïma, la grande tente mort, un bon repas traditionnel. En leur compagnie, je retrouve immédiatement la juste harmonie de la vie des hommes dans le désert. Tu penses qu'on peut y aller en 4x4 ou c'est difficile? C'est difficile. Très difficile. Si tu vas être à côté, oui. Tu peux être à côté, mais pas aller jusqu'à... Il n'y a pas de passage? Passage compliqué? Très compliqué. On l'a essayé il y a 2 ans avec les camions. Ça passait et pas. Même les Ginimog. Ils coinçaient? Ouais. Ça va. Tous les jours, isolé dans les dunes, le silence reprend toute son importance. Le moindre mouvement, le moindre bruit retient toute notre attention. Conduire dans le sable pendant des journées entières, franchir des cordons de dunes parfois difficiles d'accès, traverser tous ces paysages grandioses qui pointent à l'infini est une sensation exquise et je me sens tout petit face à ces immensités. La sensation d'un grand vide où la terre paraît sans fin. Le désert enlève le superflu et oblige à l'essentiel. Notre seule préoccupation sera nos réserves en eau et en nourriture et notre capacité en carburant.
À mi-chemin entre les villes saintes de Wadan et de Chinguetti, ces deux terres d'islam, l'oasis isolée de Tanouchert est entièrement ceinturée par le sable. Au loin, quelques hauts palmiers dattiers, dont les têtes couronnées dépassent des hautes dunes, nous permettent de repérer l'oasis. Un havre de paix pour nous, après quelques jours passés en pleine nature. Quelques familles mortes habitent ici à l'année. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا. Les oasis en Mauritanie sont nombreux, principalement autour du massif de l'Adrar. La culture des palmiers dattiers y est traditionnelle, y apporte la vie, et les nomades s'y installent principalement en été pour le ramassage des dattes, la guetna. Ici, les femmes sont reines, disent les morts. Elles ont dans cette société un statut privilégié et gèrent habilement leur monde. Leur jugement est redouté. J'ai appris, en les observant pendant tous ces voyages, à comprendre mieux les codes qui placent les femmes mortes au centre de cette vie nomade. واحد الخيام والمركز احدى خيام تحت البطن دون المركز سرق كانوا والشاه انا معك والمركز واحد الخيام والمركز احدى خيام تحت البطن دون المركز سرق صورتهم دكتور هو ماكم قايلين La Mauritanie est un désert, pour 90% de sa superficie. Un désert aride, rocheux et sableux, où l'homme vit difficilement. Cependant, le Sahara n'a pas toujours été le domaine des grands nomades. Autrefois, le désert était un monde verdoyant et humide. L'homme y vit depuis 800 000 ans, et ce pays possède un immense passé, où se chevauchèrent et se succédèrent d'innombrables civilisations. D'ailleurs, les témoignages laissés dans la pierre, dans l'os et dans l'argile, épars sur le sol, sont nombreux. Les difficultés d'un milieu saharien souvent hostile ont contrarié longtemps les recherches des scientifiques. Et aujourd'hui encore, les belles dunes orangées morts découvrent, à l'aide du vent du désert, de temps en temps, quelques objets d'art premier. Nous partons maintenant vers le site d'Al Beyed,
située à 700 km au nord-est de la capitale Nouakchott et à 300 km de sable de la petite ville d'Attar, pour aller retrouver mon ami Islem et son petit musée. El Beyed est un site préhistorique important du Paléolithique. Il est surtout jonché de bifaces, le premier outil de l'homme. Cette zone du Sahara, nichée entre l'ergue Makéhir et le massif de l'Adrar, abrite depuis longtemps un puits d'eau potable. Quelques familles nomades y vivent à l'année, isolées dans un univers de sable piqueté d'acacias. Là, comme tu vois, c'est un musée de la préhistoire. Musée de la préhistoire qui est découvert à peu près par Théodore Monod. Théodore Monod est venu ici à El Beyed en 1972-75 en chameau, en cherchant la météorite. Et puis aussi, il cherche des choses préhistoriques comme les bifaces, les points de flèche, les gravures, les peintures, de la poterie, etc. Bon, comme je parle un peu le français, ça lui fait plaisir. Et il me dit, montre-moi des coins, on peut trouver. J'ai fait les guides avec lui à El Beyed. Et après, j'ai voulu lui vendre. J'ai voulu lui vendre un peu. Il m'a dit non, il ne faut pas vendre. Comme tu es mon ami, il ne faut pas vendre. Il faut faire un musée. Et comme ça reste pour toi, pour le pays, c'est la patrimoine mauricien. Il ne faut pas vendre. Ça, ce sont les œufs d'Autriche. œufs Autriche. Ça montre qu'avant, il y a des Autriches à El Beyed. Ça, c'est les bifaces. Les bifaces, c'est le premier outil que l'homme a fait. Le premier outil que l'homme a fait avant le fer. L'homme, il travaille avec les bifaces. Tu peux creuser, tu peux couper, tu peux gratter. C'est le seul outil que l'homme a avant le fer. Ça, c'est pas la préhistoire, mais quand même, c'est le premier fusil en Mauritanie. Et il s'appelle Gham. Gham, c'est le mot de quelque chose que tu n'as jamais vu, tu ne connais pas son nom, tu dis Gham, comme on dit trick. Bon, on met la balle d'ici, on la charge d'ici, ça c'est fermé, tu mets un peu le feu et la balle s'en va, elle ne s'éloigne pas. Et voilà, boule de bouche. Boule de bouche. Comment boule de bouche? Avant Jésus-Christ, avant l'islam, les pays, chaque pays a une boule. Et les boules sont différentes. Et chaque personne de ce pays a les mêmes boules du tribu. Bon, et quand tu es mort, on met ça dans la bouche, dans la tombe. Boule de bouche. Ça, c'est des bracelets en pierre. Le bracelet en pierre. Le bracelet en pierre. Les gens font des bracelets en pierre. Et voilà, ils font aussi des perles avec les morceaux des œufs d'Autriche. Petits morceaux des œufs d'Autriche, ils font des perles, des colliers. Là, ce n'est pas la préhistoire, mais quand même, la femme nomade, elle met ça avec le mari la première semaine. Pourquoi? Il y a des gens qui disent que ça lui donne l'amour. C'est au pied, les chevilles au pied de la femme. Ça lui donne l'amour. Il y a des autres aussi qui disent que ça empêche la femme de courir et laisser le mari. Elle ne peut pas courir avec ça. Ça sont les cornes d'un ourguilla, un animal qui s'appelle ourguilla. Et il est disparu. Pourquoi?
il donne le petit une seule fois dans sa vie. C'est pour cela qu'il est rare. Il donne le petit une seule fois dans sa vie. À cause de quoi? À cause de ses cornes. Tu vois, la corne commence ici, elle continue juste sur le dos derrière. Avant de venir aux fesses, le mâle peut sauter, c'est la femelle. Il lui donne le petit une seule fois. Après, quand il est derrière les fesses, ça défend le mâle, ne peut plus sauter. Il s'appelle Oulia. En proverbe mauritanien, quand il y a un seul enfant, on dit « Monsieur qui est Oulia ». C'est un proverbe comme ça. Ça, ce sont les dents d'un éléphant. Les dents d'un éléphant. Il s'est trouvé dans le site. Dans le site. Et on m'a dit qu'il vit à côté de l'eau. Maintenant, elles sont fossilisées. Les dents d'un éléphant. Je vois que ce musée, ça peut rester tout le temps après moi. Pour les enfants, pour la famille et pour la Mauritanie. Ça va rester tout le temps. Et moi, je suis né ici, à Albeyeul, en 1952. J'ai fait l'école 6 ans. Et après, tu es revenu ici? Oui. Ouais. 3 ans à Ouaddan, 3 ans à Chégueti, puis je suis venu ici, à Albeyeul, là où je suis né. Avant, ce sont des nomades qui cherchent du pâturage. Là où il y a la pluie, ils n'ont que des animaux, comme chèvres, moutons, chameaux, ânes. Et ils cultivent aussi quand il y a la pluie. Il y a le puits à Albeyeul. Depuis quand il y a un puits? Depuis longtemps, il y a un puits, mais ce puits, quand il coule, il prend l'eau, et le 4e année, ça coupe. C'est sec? C'est sec, quand il n'y a pas la pluie. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas d'eau? Quand il n'y a pas d'eau, on prend l'eau. Avant, on prend l'eau de Tassasmout, 30 km. Et de Neylan, aussi à peu près 20 km d'ici, avec les chameaux. Avec les chameaux? Avec les chameaux. C'est beaucoup de travail? Oui, c'est beaucoup de travail. C'est fatigant. C'est fatigant. Oui. On n'a que les chameaux et les ânes. On est habitué de prendre nos chameaux et partir sur les chameaux, vers Ouaddan, parfois Attar, Zouérat, pour vendre les chèvres, les moutons et les chameaux. Et on amène la nourriture sur les chameaux. Quand on a aussi il y a la pluie, le pâturage, on a les laits. Le lait? Les laits. Ça, c'est important, le lait ici? C'est important. Pour nous, quand on trouve les laits, on mange pas. On fait la médecine avec nous même, de nos cassia. De l'acacia? Avec l'acacia, avec des herbes. Des herbes? Oui. Que vous connaissez? Qu'on connaît, que ça guérit la maladie. D'accord. Nous quittons Islem dans son petit paradis. Il vit ici depuis toujours, loin de tout, sous la tente, accroché à son histoire et à son petit musée en paille. Nous pénétrons maintenant dans une autre partie du voyage au pays des morts, nous enfonçant plus encore dans les profondes entrailles du massif de l'Adrar. La Guelta d'El Berbara, on ne peut rêver mieux. Nous découvrons cette incroyable perle du désert, perdue au beau milieu d'un univers de cailloux noirs brûlés par le soleil. Une magique source de vie au centre d'une fournaise. Au fond d'une gorge, un étroit et profond canyon s'étire devant nous, où stupéfaits, nous découvrons une mer de têtes couronnées de grands palmiers dattiers. Sa forme, parfaitement arrondie,
est blotti tout contre la roche. Et sur ces parois, remplies de mousse, l'eau s'écoule lentement, presque goutte à goutte. Les morts qui vivent ici ne sont que des nomades. Le village est vide. Ils n'y reviendront que l'été, à l'occasion de la Guetna, la grande fête pour la récolte des dattes. Accrochés au volant de notre 4x4, nous circulons tous les jours au cœur de paysages grandioses. Traversant parfois avec difficulté quelques ergs dunaires, circulant jusqu'au contrefort de l'Adrar dans des oueds ensablés qui n'en finissent jamais. Il faut constamment rester vigilant, attentif à tous les dangers qui nous entourent. Car du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Nous aurons parcouru dans le désert mauritanien pas moins de 5000 km, principalement dans le sable et sur la roche. Et pourtant, jamais la peur ne nous aura effleurés, ni celle d'y faire une mauvaise rencontre. Car depuis toutes ces années de voyage dans le désert, je sais que l'on est un nomade parmi les nomades. Mais nous sommes isolés, et souvent, nous nous retrouvons à plusieurs centaines de kilomètres d'une civilisation moderne. أخي ما يعني في المدن ما جيتوا هذا المدن بعد دائما عند لا يطلع. Nous arrivons dans un campement nomade. Dans le désert, leurs grandes tentes, les haïmas, se font de plus en plus rares. Ce monde disparaît. C'est un refuge pour le voyageur, qui se retrouvant loin des siens, peut enfin trouver repos, car il n'y a pas âme qui vive dans le désert. Pour les nomades, c'est un devoir d'accueillir le voyageur, de lui offrir le zrik, du lait de chamel coupé avec un peu d'eau et du sucre, du thé, servi au moins 3 fois, et puis lui préparer un repas pour le soir. احنا اللي عندنا نخلهم وعيتها طريق منهم ولا نقدر نحرقهم لما ماتوا وين هي اللي يعطيك السدانه دوت رجليتي هذاك ما ينهي
هوك تسمى تقع خايف من تقع أقرب من ذي مو صدي هوك شو يقول أشياء فضل بذوق البرا شو فضل البرا L'eau est sacrée dans le Sahara. C'est la source de vie pour les animaux et pour les hommes. Au contour des massifs calcinés de l'Adrar et du Tagant, on découvre parfois, coulant blotti contre la roche, une petite source d'eau claire qui remplit une mare. On l'appelle Gelta. Une réserve qui perdure toujours après la saison des pluies. Nichée dans des écrins de sable et de pierre, bordée par quelques végétaux et quelques dattiers, ces sources nourricières sont protégées des dieux. Depuis la préhistoire, depuis l'époque où le désert était encore l'Afrique, une savane, certains animaux sont restés prisonniers dans un paradis caché. Quelques crocodiles du Nil vivent encore dans quelques gueltas oubliés du monde, reliques d'un lointain passé. المطرقة هذه من هون الصبي هي وباتي سابق ذاك المطرقة والآن عضوها قط انكرطت خلق زمني قال له عام حميرة قطع عاد فيها أبو ديق من لبن أداه حفرتها نقول احنا كي الحاس فيها بنك أما لك فيه سمعت ومن ذيك الساعة وهي مولودة والناس فيها ينقلع من الحوت الياسر يمشي مع الواثق ينقلع من الحوت الياسر هذا اسمع بدين يوم الخريف يرجعوا ما عاد ما قايسين المتروقة وقايسين من محار المحار فيها منهم اللي قميس وبقاري ضارك يضرعوا فيهم منه قميس تسمعتي وعادوا ينتشروا مع مصاب هون الفوق يمشوا قاعدين يلعبوا زراعية يلا الله الغنم يريحوا بها الغنم يوكلوا تسمعتي والبقر قال حد عام الأول منهم ماكلين شبعهم غير بعد البقر لا شوف لا ماشي صياب ويشرب ويتماش Le monde du sable, espace géant où l'immensité s'écrase sous un soleil brûlant, illumine tout d'une lumière éternelle. Mais au bout de l'horizon, qui paraît vide parfois, je me sens spectateur privilégié d'un monde presque disparu.
حط حط. هو مدير للحيوان. أما لك سمعتهم كل الليل ما معاه شيء. الواقف بلا استفاد يكون هذا اللي حصل عليه غلطته. أما لك سامع. زيادة ثانية إحنا ذاك اللي ناطوا واعدينه وناطوا فيه حول 3 أيام 4 فروق. نقوم جايين بسحبي. 6 أيام اللي 6 والله ناطوا حول اللي 6 في الطريق 7 عاملين له رجوع حقوة حول ارفع 7 رفدات حول 7 رفدات 8 إلى طلي ما هي سبخته هو ينقلع له شوف لا يهرب عنه ترام وهو قبل حال هو تحت بيناته تو عندي معدن تو ذاك نبتو تو ذاك يصيفتو تو حاقوا ذاكم اللي له هو قد عمل سرقة ما نقدر نسرق خايفين من مولانا الحمد لله واحد منهم اللي ولدنا والثاني من اللي ولدنا لا ولا اختي مد والعمي معكم اللي كان الحمد لله لا تريكنا الحمد لله الحمد لله أسرة واحدة الله الحمد لله الله L'eau, il la nomme l'or bleu. C'est simplement la vie. Le désert est rude, exposé au vent et aux brûlures du soleil. Les nomades morts s'en sont emparés depuis toujours et conduisent leurs troupeaux en quête d'herbage, très loin parfois, en fonction des rares pluies. Ils se retrouvent toujours à proximité de l'eau. Il faut partager la vie de ces hommes pour prendre conscience de la valeur de l'or bleu. La pluie, il la nomme Rama. C'est la miséricorde de Dieu. Après la courte saison des pluies, elle survient un court instant, puis disparaît, mais parfois résistera longtemps au fond d'une guelta. خلص ديالتها السلام عليكم السلام كيف حالك ما شاء الله الخير تبارك الله ياك صح ما شاء الله هاي اللي بالاخبار هون على منين جاي واخبار هذا الداش من برصة جاي من الساحل عقب الشارق غار صرنا جاي من الساحل من قدام الشكل ووامين شارق من هنا رعاف شارق منه
ياكلون يشربون الحاس. ولين تسقوهم بركاتيها لا تروحوا منين حمكم تقيسوا منين؟ يقيسوا بلد مرعانا شاق الخريج. بالمنين جايين؟ أكبر. وهو يارك بالمعها لا أنت؟ والله. واحدة؟ لا واحد حقه. وهذا الرجال؟ الرجال اللي أعطيني ليدي يسقوا معايا. يعاونوك في السقي. الله والله. Au nord du pays, les puits creusés dans les oueds s'obstruent parfois d'une année sur l'autre, se remplissant complètement de sable. Et les nomades les recreusent patiemment pour récupérer un peu d'eau claire jusqu'aux prochaines pluies. Ces puits sont rares dans le désert, mais ce sont des passages obligés, des refuges. Ce sont aussi des lieux de rencontre entre nomades. Au sud du pays mort, à la limite du Sahel, les puits sont plus nombreux. Et de grands troupeaux de dromadaires et de zébus y sont très présents. Ici, l'eau est tirée des puits à l'aide des animaux. Les chameaux et les ânes font ce dur travail pendant des heures, toute la journée s'il le faut. Et tant que tous les troupeaux des environs n'auront pas tous bu, ils ne s'arrêteront pas. Rythmés par la nature, les nomades depuis toujours vivent au moment présent. En fait, ils vivent d'aventure et sont libres dans une nature propre et sauvage où leur vie n'a guère changé depuis des siècles. On ne peut pas ressortir indemne d'un voyage dans le monde du sable en observant ces tribus vivre dans leur univers. Ces nomades doivent se protéger contre la chaleur, le soleil et les vents de sable. Ils ont besoin d'eau, toujours. Et ces hommes ont une connaissance aiguë du terrain, un sens de l'orientation sans faille, de jour comme de nuit. Ignorant notre monde, ils vivent ici en paix et en harmonie, loin de tout. Les hommes rentrent maintenant les uns après les autres, s'allongent sous la raïma pour se reposer et boire du thé. En fin de journée, les chèvres et les dromadaires se resserrent lentement auprès des campements, se mettant à l'abri pour la nuit. الله أكبر لا إله إلا الله
Nous restons cette nuit dormir dans ce campement et l'hospitalité est vraiment exceptionnelle ici. Ces nomades n'ont probablement jamais vu de touristes, en tout cas reçu d'étrangers venus leur rendre visite. La décoration des raïmas est magnifique, d'une poésie parfaite. Tout ce que l'on peut imaginer de plus authentique en Mauritanie. Nous restons avec eux. Ils nous préparent un repas pour ce soir et vivant un bref moment d'une vie nomade, nous observons comment ils vivent ici, isolés, au fin fond de la Mauritanie. L'hospitalité est un devoir pour ces populations. Elle se présente au minimum sous la forme de la cérémonie des 3 thés. Et à chaque fois, nous passerons au moins 1 heure sous la tente. Et il n'est pas bon ton de les remercier. Leurs codes de vie sont différents des nôtres. C'est un devoir pour eux. Lorsque nous rentrons pieds nus sous la raïma, avec quelques présents, il est coutumier de les poser discrètement dans un coin de la tente et de ne pas les ouvrir devant eux. L'inverse serait impoli. Ces cadeaux ne seront ouverts qu'après notre départ. Discrétion, pudeur, élégance. يا اخي الكلب بدون يعود يفطر فضل يعني يصدق ما دام عمر ذا كامل ما يمكن لا ولا بلا ما قاعدين في الخالي ولا ولادهم تو لا اخذ كل حد يبحث عن راسه ليه كان احنا هنا بقاو احنا التالي من حياتنا وبعدها مالكم مفكرين ما فكريش انا بغي لا تبغى لا تبغي لا شفر عود حسو زي شي لا شفر عود حسو زي الله يقصر على والله وقال القلم كانت له والله ايه يا مشكله تعرف قالت والله ما في كل نحن الظالمين وقال قال لك هذا هو الموريتاني نعرف رقد موريتاني قال لك انا Nous quittons le désert mort pour rejoindre enfin, dans quelques centaines de kilomètres, le bord de mer. Les côtes mauritaniennes font partie des plus poissonneuses au monde. S'étirant sur plus de 700 km, elles sont pratiquement vierges, mis à part quelques rares campements de pêcheurs installés pour la saison. Au bout du sable, en terre mort, le désert finit sa course dans l'océan. Ici, le soleil se couche, en mariant l'eau et le sable, éclairant jusqu'au dernier moment les belles dunes orangées. Leurs lignes colorées se mêlent sur l'horizon, dans des nuances douces. Encore un paradis où le ciel, le sable, l'eau se baignent de contrastes, balayés à peine par le vent du désert. Les kilomètres défilent, les heures passent, mais la marée est devenue soudain très haute. Le vent devient violent, et les dernières dunes de l'erg d'Azéphal vont bientôt nous barrer la route. Nous faisons une halte.
En marchant dans ce campement de pêche, je repense à une anecdote. Hier, j'ai cherché à acheter du poisson, mais le temps était mauvais. Par chance, j'ai rencontré une seule barque de pêche, posée en bord de plage. Elle rentrait à la côte, fuyant le mauvais temps. Je m'approche du marin et je lui demande si je pouvais lui acheter du poisson. Il me dit « C'est pour toi ou pour vendre ?» « Non, c'est pour moi », je lui réponds. Quelques instants plus tard, il reviendra vers moi, m'offrant dans un sac en toile plusieurs kilos de poissons. Et il rajoute bienveillant « Tu peux tout prendre, je dois tout te donner, car c'est ainsi dans ma religion. » Aujourd'hui, il est à peine 10 h du matin. À peine arrivés chez ces pêcheurs, nous sommes invités d'autorité à boire un thé dans une cabane. Et dans un coin, un vieux mort nous fait frire plusieurs poissons sans que nous ayons rien demandé. Encore une belle démonstration de leur hospitalité. On travaille ici. Il y a des pêcheurs qui amènent des poissons. Il y a des voitures, chauffeurs, pointeurs, convoyeurs. Nous, on va charger les poissons dans les voitures par mois. Nous sommes là. En Mauritanie, la pêche au mulet noir et au mulet jaune est traditionnelle. Et depuis toujours, les pêcheurs imragen suivent ces bancs de poissons qui remontent des courants froids à la saison. Ces mulets sont revendus localement. Mais le plus important pour les pêcheurs est de récolter leurs œufs, la poutargue, qui va être revendue à bon prix directement à Nouakchott, la capitale. Quand le temps est mauvais, ils partent quand même à la pêche. Il n'y a pas de problème. Nous les anciens, à ce moment-là, il n'y avait pas de CPS. Oui. Mais on part, s'il fait comme tout, il fait mauvais temps. Nous, on va regarder le vague. L'oul, il s'appelle Oul. Oul. Oui. Et en fait, les pêcheurs, ils vont loin là-bas? Très loin, très loin. Quelquefois, on part avec l'étoile. Avec les étoiles? Oui. Ouais. Nous les anciens. Oui. On naviguer avec les étoiles, l'étoile polaire, il y a des étoiles qui est là, il y a une étoile qui est là encore. Si tu pars ici comme à Nouadhibou, il y a une étoile qui est là. Si tu le suis, il est comme ça. Tu vas le faire comme ça. Tu ne pars pas en terre, tu ne vas pas en haut, à côté de loin.
Je regarde la mer, contemplatif, assis sur le sable. Les dernières dunes mortes sont déjà derrière moi. Le monde du sable s'éteint, mais jamais je ne l'oublierai. Après un océan de sable, le monde du Sahara aride et desséché, un autre océan s'est profilé devant nous, celui de l'eau et des oiseaux. En arrière-plan, le sable orangé des dernières dunes de l'ergue d'Azéphal est le dernier bastion visible du Sahara. Au banc d'Arguin, la pêche se fait uniquement autour des lanches, qui, toutes voiles dehors, gonflées par les alizés, suivent au loin les bancs de poissons, rythmés dans le ciel par le vol des oiseaux marins. Mais les océans se vident, comme partout dans le monde, et au large des côtes, les bateaux ramassent tout. L'industrie, le modernisme, dit-on, prend bientôt toute sa place. D'ailleurs, nous croisons ici le grand train minéralier qui vient du fond du désert, à plusieurs centaines de kilomètres, chargé de milliers de tonnes de minerais de fer. Un spectacle impressionnant dans ce monde perdu, symbole d'une nature sobre et de silence. Nous ne devons pas oublier, nous protéger et respecter cette nature souveraine, ce monde abandonné, déserté, qui aide l'homme à comprendre mieux l'essence même de la vie. Car partout, modernité continue de tout conquérir, même ici chez les nomades Hassani, au fin fond du pays des morts. Un peuple magnifique, dont les traditions perdurent, dans un monde resté authentique, simple et beau, mais un monde que l'on est déjà en train d'oublier. Comme le disait Théodore Monod, la figure du monde passe. Mon ami Jean, je suis heureux de t'avoir accompagné dans le désert, à la découverte du peuple nomade des Beni Hassan. Nos gens vivent encore loin du monde moderne, isolés dans des contrées au bout du monde. Mais c'est un univers qui est le leur, où ils vivent en harmonie et en paix. Nous avons traversé de vastes contrées qui te témoigneront pour toujours la pure beauté de notre désert. Je suis fier et heureux de t'avoir accompagné, car tu as l'âme d'un nomade. Et je sais depuis longtemps que tu as ta place ici, chez moi, en Mauritanie. Jean, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Thank you.